Je vais présenter Malek Bennabi. Alors c'est un penseur qu'on connaît beaucoup plus en France parce que déjà il parle français, il y a ses textes en français. Donc, je ne vais pas m'attarder sur sa biographie, quelques éléments pour resituer. Il est né en 1905, il a rendu l'âme vers 1973. C'est un penseur algérien, mais qui ne va pas se positionner sous un angle nationaliste. Et beaucoup de ce qu'il présente ou analyse ou propose dépasse largement du cadre de l'État-nation algérien. Et c'est d'ailleurs la marque de fabrique de sa démarche, c'est de dire que le problème algérien n'est pas un problème algérien, mais un problème de l'homme musulman. L'homme, c'est-à-dire, c'est quoi le sens de cet homme-là, c'est quoi sa vocation sur Terre, qu'est-ce qui attend de lui, qu'est-ce qu'il doit faire, quel sens de l'histoire, quelle position on doit prendre aujourd'hui dans le temps présent qui est le nôtre. Et donc ces questions-là ne sont pas propres ou particulières à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie ou à tel ou tel pays musulman, mais c'est le positionnement fondamental de tout musulman qui doit être retrouvé, qui doit être recompris, reclarifié et mis en pratique. Donc voilà pour sa petite biographie. Oui, autre élément qui est intéressant, c'est quelqu'un qui a étudié à l'école coranique tout petit, mais qui a fait l'école française en Algérie et qui va continuer à l'université française à Paris. Il a passé pas mal d'années dans le quartier latin où il a interagi avec pas mal d'étudiants de toute l'Afrique et notamment d'Afrique du Nord. Alors, pourquoi parler de Bennabi? Habituellement, on entend tous en France parler, et puis même en Algérie, dans le monde francophone, on connaît Bennabi sous l'angle de la civilisation. C'est le penseur de la civilisation. Et le deuxième mot-clé qui nous vient à l'esprit, c'est la colonisabilité. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. L'important, c'est que c'est un super intello qui a travaillé sur la civilisation et la colonisabilité. Une fois qu'on a dit ça, on est content qu'il soit algérien, on est content qu'il soit intello et musulman, et on est fier, et puis on n'en tire quasiment rien derrière. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est... alors, je l'ai pas mal lu. Je l'ai lu vraiment sur une vingtaine d'années. Lu, relu, 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 relu. Je l'ai même oublié, je l'ai relu pour m'en ressouvenir. Et j'ai fait une lecture systématique, thématique sur un thème, qui a été de me dire, c'est quelqu'un qui écrit pas mal de textes, mais si je prenais un thème et que je discutais avec lui, ce thème, c'est quoi sa vision du savoir? La vision islamique du savoir, comment il interagit avec la vision occidentale moderne du savoir, les différentes sciences qui se sont mondialisées, comment il interagit avec le savoir ou le patrimoine intellectuel scientifique islamique, passé. Et là, j'ai trouvé qu'il était vachement intéressant. D'abord parce que, en termes de posture générale, il est ni moderniste ni traditionnaliste. Il est doublement critique. Critique vis-à-vis des traditionnalistes et des modernistes. D'ailleurs, il va dire que traditionnaliste et moderniste, c'est les deux faces d'une seule et même pièce. C'est une forme de conformisme. L'un, c'est du conformisme au passé, ça s'appelle le traditionnalisme. L'autre, c'est du conformisme au temps présent, ça s'appelle le modernisme. Mais finalement, les deux, c'est exactement la même chose. C'est seulement un changement d'objet ou de temporalité. C'est une divergence sur je dois être conforme à quel temps, passé ou présent. Mais fondamentalement, c'est le même mécanisme. Une fois que je suis moderniste, eh bien, tout ce qu'on fait à l'époque moderne, je dois y adhérer, je dois le reproduire, je dois le copier-coller. Et tout ce qu'on a fait par le passé, si je suis traditionnaliste, est bon, est vrai, et il me suffit de reproduire, de copier-coller, et de le mettre en pratique pour être dans le bien, dans le vrai. Et finalement, ce que dit Bennabi, c'est simpliste, c'est conformiste. Donc il y a un taqlid moderniste et il y a un taqlid traditionnaliste. Et lui, ce qu'il propose, c'est précisément d'en sortir. Et c'est là qu'il est intéressant. Et donc, il va développer toute une vision critique du patrimoine intellectuel passé musulman, présent, moderne, occidental. Et cette vision-là,
il l'a pas décrite dans un seul livre. Elle est vraiment parsemée, dispersée, on a plein de petites phrases croustillantes, des observations superbes, mais qui sont complètement dispersées d'un livre à l'autre. Ce que j'ai fait, c'est une vraie recherche thématique. Alors, j'ai rien fait de spécial. N'importe qui aurait pu le faire. Seulement, personne l'a fait avant. Mais c'est vraiment basique. C'est un travail basique que n'importe qui aurait pu faire. Et d'ailleurs, qu'on pourrait faire et multiplier sur n'importe quel autre auteur. Poser une question, un thème, la famille, la connaissance, etc. et zoomer systématiquement là-dessus. Et quand j'ai fait cet exercice, j'ai énormément réappris, alors que j'avais lu, relu. Qu'est-ce que j'ai réappris? Eh bien, j'ai réappris quelque chose d'assez fondamental, qui est que il fait une critique de ce qu'il a appelé l'intellectomane, et de façon générale, l'intellectomanie. C'est quoi l'intellectomane et l'intellectomanie? On connaît le kleptomane. Le kleptomane, c'est le voleur maladif. Il est malade au point de voler pour voler, quasiment. C'est même pas du vol pour survivre, c'est du vol par maladie, par pulsion. L'intellectomane, c'est celui qui est malade, non pas d'ignorer, c'est pas un problème d'ignorance. Il est malade dans sa forme de connaissance. Il est malade dans la façon dont il utilise son intelligence. Quel est le problème dans la façon d'utiliser l'intelligence qui est celle du musulman? Puisque là, il parle de l'intellectomane musulman. L'intellectomane musulman, c'est-à-dire le musulman qui est malade dans sa façon de conduire sa raison, il est malade parce que il va utiliser sa raison sans but. C'est un pur exercice stylistique, rhétorique. Et on connaît dans la culture arabe beaucoup de grandiloquence, beaucoup d'amour du verbe. Mais on pourrait dire que c'est l'amour ou le biais des Arabes, mais en vrai, nous-mêmes, aujourd'hui, parfaits français, on a aussi ce côté-là dans nos discours, dans nos écrits, dans nos formations, etc. Il y a une magie du verbe, une magie des mots, qui fait qu'on est impressionné, et le mot a de la valeur en lui-même, peu importe ce qu'il fait ou ne fait pas, ce qu'il éclaire ou pas. Voilà une maladie. Deuxième maladie, c'est d'exercer sa raison sur des moyens sans but. Par exemple, là c'est mon exemple, aujourd'hui quand on va chercher une solution au mariage, au problème du célibat musulman, on va chercher plein de gadgets, plein de joujoux, plein de moyens, plein de solutions. On prend jamais le temps de vérifier si cette solution répond au problème. Parmi les grandes solutions qu'on prend, c'est le site de rencontre. Alors, islamisé, entre guillemets, superficiellement, mais fondamentalement, le site de rencontre islamisé, c'est la forme libérale industrielle de la rencontre. Pourquoi c'est libéral? Parce qu'on a fait sauter tous les intermédiaires, et notamment, on a séparé l'idée de rencontre de l'idée de mariage. On a séparé l'idée d'amour de l'idée de mariage. On a séparé la sexualité du mariage, plus largement de la famille, de la morale aussi. Et c'est ça le site de rencontre comme proposition comme solution typique du libéralisme. Donc, on a tendance à réfléchir sur des moyens en oubliant au fait ce moyen résout quel problème. Et on le retrouve en permanence, même dans l'associatif musulman, à travers plein de situations grotesques dans lesquelles on peut être. Par exemple, on insiste vachement sur l'importance des statuts. Il y a des croyances comme ça dans l'associatif, les statuts, comme si les statuts décidaient de tout, allaient permettre de résoudre tous les problèmes de l'association, allaient cadrer tous les sujets, tous les problèmes et résoudre tous les problèmes. Alors que les statuts, en vérité, c'est un tout petit bout du cadrage dont un groupe a besoin pour décider de son orientation générale, de sa façon de fonctionner, des valeurs qu'il se donne, et ainsi de suite. Voilà pour les exemples. Donc, deuxième maladie de l'intelligence, de la façon d'utiliser son intelligence, qui est le propre de l'esprit musulman d'aujourd'hui,
c'est de penser à des moyens sans, en les déconnectant de ce à quoi ils répondent ou du problème auquel ils pourraient, du problème qu'ils pourraient résoudre. Donc on est focalisé sur les moyens, on oublie les problèmes, ou alors on oublie les finalités, et inversement, on peut être focalisé sur des finalités. Il faut changer, il faut réformer, il faut sortir de la crise dans laquelle on est, il faut résister aux agressions qu'on peut subir. Voilà un objectif noble, a priori. Quels moyens on se donne derrière? Quelle organisation? Comment on organise une réflexion collective, une action collective sur 50 ans, sur les 50 ans qui sont devant nous, pour sortir de tel ou tel problème, crise, situation? Eh bien, il n'y a plus personne. On a tous émis la volonté de sortir d'un problème. Derrière, quand on analyse le dispositif, le plan d'action qui est proposé, bah, c'est un peu ridicule, c'est disproportionné. On n'est pas au niveau. Donc voilà le genre de dysfonctionnement qu'il a observé. On a séparé aussi la raison de l'éthique. Et là, on revient à l'idée de rationalité instrumentale que Faraouqi critique également de son côté, c'est-à-dire que on exerce sa raison en lui interdisant à tout moment de vérifier si ce qu'elle produit est bon ou mauvais, si ça conduit à plus d'injustice ou à moins d'injustice sur Terre. Donc on déconnecte le travail de la raison du devoir de justice, de vérité, de bien, de service, de travail au service du bien commun. Troisième ou quatrième erreur ou maladie de l'intelligence dans la façon d'exercer son intelligence en tant que musulman, eh bien on va trouver une vraie forme de conformisme intellectuel vis-à-vis de l'Occident, présent donc, de l'Occident moderne. Par exemple, il donne un superbe exemple qui est vraiment très parlant. Il cite le cas d'un livre qui s'intitule « L'architecture algérienne ». C'est en français et ça s'intitule comme ça, « L'architecture algérienne ». Il dit, quand j'épluche ce livre, je trouve rien sur la mosquée. Par contre, je trouve des choses sur l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de l'architecture algérienne, donc normalement, on parle de la réalité, de ce qu'on voit, de ce qu'on touche en Algérie le plus. Qu'on parle de l'église, c'est normal parce qu'il y a des églises en Algérie. Mais on ne peut pas ne pas parler de la mosquée en Algérie. Et pourtant, si on regarde l'architecture en Allemagne, en Belgique et ailleurs, il leur arrive de citer l'exemple de la mosquée comme une architecture parmi d'autres types d'architecture. Donc voilà le biais, le type de biais. Et en plus, c'était un livre étudié dans le champ universitaire, dont le ministère de l'Information, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque en Algérie, faisait la promotion. Et personne n'a été choqué par ce truc-là. Personne n'a vu le biais. Tout le monde était content d'étudier, d'enseigner, d'apprendre l'architecture en Algérie, une architecture algérienne, n'est-ce pas? Et elle n'est pas étrangère. Et pourtant, les catégories, les exemples, les modèles qui sont cités sont largement étrangers. Donc, ce qu'observe Benabi, c'est qu'il y a une véritable aliénation culturelle, intellectuelle, scientifique. On devient étranger, ignorant à sa propre culture, sa propre science, sa propre science, jusqu'à douter de sa propre intelligence. Aujourd'hui, on fait beaucoup de publicité, là je sors de Benabi, c'est une projection. Dans la psychologie, les sciences de l'éducation, on fait la promotion de la confiance en soi, l'importance de l'estime de soi, de la confiance en soi. Ce qui est très étonnant, c'est que l'industrialisation, la modernisation, la mondialisation des sciences et des théories et des concepts occidentaux se moquent de la confiance en soi de l'autochtone, comme on dit, puisque tout se passe comme si les seules productions viennent de ce qui a été importé de l'extérieur. Tout se passe comme si je n'ai jamais exercé mon cerveau. Tout se passe comme si je n'ai aucune connaissance à portée de main dans ma langue, et il faut que je sorte de ma langue pour enfin découvrir une science, une théorie, un concept qui peut être utile pour éclairer ma situation.
Ici, l'architecture. Tout se passe comme si, en matière d'architecture, on n'avait rien produit, jamais de bâtiment, aucun hôpital, aucune université, aucune maison. C'est fou quand même d'en arriver là. Et ce qui est fou, c'est que personne ne tire le signal d'alarme pour dire il y a une anomalie dans ce truc-là. Tout le monde a trouvé ça normal, naturel, vrai, scientifiquement objectif et universel. Donc voilà encore un exemple d'erreur ou de maladie dans la façon d'exercer sa raison que Benabi a relevé. Autre forme que prend cette intellectomanie, cette maladie de l'intelligence ou de l'esprit musulman, c'est quand c'est de prendre en fait la connaissance et la recherche, le travail intellectuel, quand la recherche et le travail intellectuel devient une nouvelle forme de jahiliya, autrement dit de barbarie. Cette barbarie, elle est nouvelle parce que c'est pas de l'ignorance. Quand l'Allemagne nazie est nazie et elle pense l'extermination, le génocide, etc., c'est pas une barbarie au sens où c'est pas de l'ignorance. C'est une barbarie savante. C'est la barbarie de la raison. C'est ça qui est nouveau. C'est qu'on a découvert à l'époque moderne que c'est pas la foi et la croyance et la religion et la superstition des uns et des autres. C'est pas seulement ça qui pouvait être source de mal. Ce qui peut être source de mal, c'est aussi la raison, le travail rationnel, scientifique, industriel, technique. On peut même progresser dans le mal. Et c'est ça qu'a observé Benabi, cette progression scientifique vers le mal, vers un usage de la raison et de la science pour tuer. D'ailleurs, certains parlent aujourd'hui de l'économie de la mort. On gagne de l'argent, les industries gagnent de l'argent grâce à des produits qui tuent. La cigarette, le sucre, les gâteaux qui sont pas bons, les boissons qui sont pas bonnes, les Coca-Cola, les trucs, etc. Mais toute cette économie de la mort, elle est produite par des vrais scientifiques derrière. C'est pas de l'ignorance, c'est pas un manque de savoir. C'est un savoir hyper sophistiqué, mais complètement coupé de la morale, complètement coupé de l'idée qu'il y a des choses bonnes et des choses injustes, qu'il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, qu'il y a des choses à faire et puis des choses à ne pas faire, parce qu'on va faire du mal à telle ou telle partie de la population. Donc c'est là que Benabi découvre que parmi les pathologies de la raison musulmane, eh bien il y a une nouvelle forme de jahiliya qui est non pas de l'ignorance, mais une science dangereuse, une science qui copie-colle et qui détruit, au lieu de servir le bien de la société. Voilà en gros les pathologies de la raison qu'il a observées et qu'il a nommées sous l'étiquette drôle qui est l'intellectomane. La figure de l'intellectomane, c'est la caricature de la raison, c'est la caricature de la science occidentale, c'est la caricature de l'intellectuel, du professeur, du chercheur occidental qui a l'air d'être intelligent, mais qui est ridicule parce qu'il travaille en fait contre sa société, contre la vérité, contre le bien commun. En faisant une lecture thématique de Benabi, on peut répondre à la question « Qu'est-ce que la science ?» Parce que c'est intéressant de partir de là. Si on prenait un dictionnaire, on dirait, on pourrait trouver une définition du type « La science, c'est l'ensemble des connaissances et des méthodes pour les acquérir ». Dans cette définition, c'est très logico-rationnel. Connaissance et méthode. Benabi, il dit, il manque un truc. Il manque l'homme. Il manque le sol. Et il manque le temps. Et il manque même l'idée religieuse. Parce que, dis-moi quelle est ton idée de Dieu, je te dirai quelle est ton idée de la science. Il y a un lien direct entre la conception qu'on se fait de Dieu et la conception qu'on se fait de la connaissance. Et puis, il en fait la démonstration. Si on prend l'exemple de l'idée de Dieu, l'idée chrétienne, catholique de Dieu et ensuite de la connaissance. L'idée catholique de Dieu, c'est la Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il a tellement aimé le monde qu'il s'est incarné dans la personne de Jésus et il s'est sacrifié pour racheter les péchés de l'humanité. Cette idée de Dieu, elle n'est pas logique, puisque déjà, c'est une première dans l'histoire des prophètes d'avant et d'après
n'ont pas exposé cette même idée. On était dans une idée monothéiste qui n'incluait pas du tout, qui contredisait en fait cette idée trinitaire. Donc on a une idée illogique que la modernité va contester, que la modernité va refuser. Cette idée non logique de Dieu va se traduire par une idée non logique de la connaissance. De quelle manière? Eh bien, on a la connaissance de la religion, ou plutôt la connaissance dictée par l'Église, le pape, le clergé, qui nous donne une vérité sur la religion. Et d'ailleurs, ça se traduit par des versets. On va lire des versets qui nous disent la vérité sur la religion, et puis on va étudier la science par ailleurs, qui va nous donner la vérité sur l'univers, la nature, etc. Déjà, on a deux termes différents pour désigner la vérité. On a des versets, et puis on a les phénomènes scientifiques, étudiés par la science. L'Église s'occupe des versets, mais elle s'occupe aussi de dicter ou d'orienter ou d'interdire, de limiter certaines interprétations scientifiques qu'on peut se faire. Du coup, Ben Abi va donner l'exemple de Galilée, qui a été condamné dans le contexte de la civilisation chrétienne, qui avait une idée de Dieu, une idée de la connaissance que je viens de décrire, et qui ne pouvait pas accepter que l'hypothèse que la Terre tourne autour du Soleil. Et il fait un parallèle, le même Galilée, s'il avait vécu dans la civilisation islamique, personne ne l'aurait tué, au contraire, parce qu'on valorisait cette exploration scientifique. Dans la civilisation chrétienne, on a valorisé Nostradamus, on a valorisé des figures de la superstition, de la croyance un peu affondée, et dont on a fait des conseillers, je crois qu'il était conseiller de Catherine de Médicis, donc on lui a donné le poste et la valeur d'un conseiller politique. Donc voilà la place de la science d'un côté et la place de la science de l'autre dans la civilisation islamique, où on prenait au sérieux les hypothèses scientifiques, les trouvailles, quelles qu'elles soient. Donc voilà l'idée catholique de Dieu et de la science. L'idée moderne, occidentale moderne, de la science, de Dieu, pardon, puis de la science, c'est d'abord, il faut qu'on tue Dieu. Parce que si c'est ça Dieu, si c'est ça Dieu, ce Dieu qui interdit la découverte de la vérité, qui met à mort des gens qui cherchent la vérité, eh bien nous on veut pas de ce Dieu-là. C'est ça, en gros, le discours de la modernité. Donc on fait comme si Dieu était mort, et on va sortir Dieu de toutes les choses de la science, complètement. Et on fait comme si le monde était totalement matériel. Il n'y a que de la matière et de l'énergie en mouvement, en évolution. Voilà comment on est parti d'une idée de Dieu, on l'a supprimée, et dans la nature, on supprime aussi toute trace de Dieu, et donc on s'intéresse pas tout à fait à la question de l'origine, ou alors, si on aborde la question de l'origine, c'est à partir d'un Big Bang qui n'interroge pas comment les tout premiers ingrédients ont combiné entre eux, ont explosé. Qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait, ces premiers ingrédients? Non, l'origine commence après l'origine. L'explication scientifique de l'origine commence après l'origine, à partir du moment où on a déjà un monde ici, présent, avec des ingrédients, des atomes, des trucs qui vont interagir entre eux et donner la vie, donner quelque chose. Donc voilà comment est-ce qu'on va commencer à aborder la nature, l'univers, en zappant complètement Dieu, et même quand on va aborder l'homme, eh bien on va zapper complètement la partie morale, parce que qui dit morale dit religion, donc on va effacer de plus en plus la dimension morale, la dimension spirituelle, il n'y a plus d'âme, il n'y a que le corps. Donc voilà tous les impacts directs de l'idée de Dieu de départ. Il y a un lien direct, intime, entre l'idée qu'on se fait de Dieu, l'idée qu'on a de la connaissance, et puis le type de science, de technique, de monde qu'on produit finalement. L'idée catholique, je l'ai expliqué, elle a donné naissance à un type de science. L'idée occidentale moderne, partant de l'idée que Dieu est mort, va donner un type de science. D'ailleurs que Ben Abi il parle de cartésianopolis,
pour parler, pour décrire, pour qualifier le type de monde qui a été fabriqué par la modernité. On n'est pas loin de Weber et l'idée de cage de fer, un monde hyper rationnel où tout est industrialisé, aseptisé, maîtrisé, contrôlé, rationalisé, chronométré, etc., etc. Donc Ben-Abi parle de cartésianopolis, c'est-à-dire une cité régie, gouvernée, structurée par une idée très cartésienne, très carrée, très agressive. C'est une rationalité instrumentale agressive qui n'a pas laissé de place à la morale, à l'idée du bien, à l'idée de la justice, à l'idée du bien et de la justice qui doit tempérer la science. Si on compare maintenant ce troisième niveau qui est l'idée de la science, l'idée de Dieu, pardon, puis de la science en islam. D'abord, on a affaire à l'idée d'un Dieu unique. C'est le même pour tous. Il n'y a pas de spécificité au relativisme communautaire ou historique. Et c'est le créateur de tous. Il est logiquement source de vérité parce que c'est le même créateur qui a mis en place tout cet univers et c'est le même auteur qui a révélé le livre, le Coran, comme les autres livres précédents révélés, l'Évangile, etc., etc. Et donc, il y a unité de la vérité à l'échelle de la révélation, mais aussi entre la raison et la révélation, il n'y a pas de contradiction, et s'il y a, c'est qu'il y a une erreur quelque part, mais c'est pas de la faute de la révélation, c'est pas de la faute de la raison au sens où ça fait pas de la raison un outil incapable d'accéder à un moment donné à la vérité. L'erreur est humaine et il faut corriger sa copie, sa compréhension de la révélation ou l'exercice de sa raison. Donc voilà un peu l'idée de Dieu. C'est un Dieu unique. Il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de race différente. Non, c'est un seul être humain, unité de la famille humaine. Et donc il attend de tous les êtres humains la même chose en termes de valeur, en termes d'idéal moral. Il n'y a pas de chouchou ou de préférence ou de peuple qui serait dispensé du devoir d'être moral. Donc voilà la cohérence qu'il y a entre l'idée de Dieu, l'idée de la connaissance et l'idée de la morale même. Et par conséquent, quand on va faire de la médecine, quand on va faire de l'architecture, de l'agriculture, etc., on a non seulement l'idée de faire de la science, mais on a aussi l'idée de Dieu et l'idée du bien en tête. D'ailleurs, la plupart des bouquins des savants, même médecins, quand ils écrivent, ils commencent par Bismillahirrahmanirrahim. Mais c'est pas que de la cosmétique. C'est pas de l'islamisation superficielle de la connaissance. Ils commencent par Bismillahirrahmanirrahim parce que ça recadre moralement, épistémologiquement tout sujet, parce que tout sujet, on doit le rapporter à Dieu. Tout sujet, on doit le rapporter à l'idée du bien et du mal. Il n'y a pas de sujet neutre ou indépendant de l'idée de Dieu et indépendant de l'idée du bien. Donc voilà ce que signifie ce geste que de citer Dieu, et c'est pas la seule chose que les anciens faisaient pour replacer dans le cadre de l'islam. Donc c'est un peu ça qu'il reconstitue Ben-Abi. Il montre que l'idée de Dieu détermine l'idée de la science qu'on peut se faire, et du coup elle détermine le type de monde, le type d'homme qu'on fabrique, le type de monde et de société qu'on se fabrique. Alors on pourrait se demander, est-ce que si l'idée de Dieu oriente l'idée qu'on se fait de la connaissance et par conséquent le type de société et d'humanité qu'on forme, on pourrait se demander, alors pourquoi les musulmans qui ont une bonne idée de Dieu, a priori, ils ont un mauvais état de la connaissance aujourd'hui et une mauvaise capacité à produire une société qui tient la route, qui remplit les fonctions vitales, morales aussi. Dit autrement, dans une formule un peu plus courante, si on a une si bonne idée de Dieu, comment ça se fait qu'on est aussi sous-développé? Ça revient à se demander ça. Et la question est tout à fait pertinente. Elle a été largement
amplifiée par les orientalistes, mais au-delà de ça, elle reste légitime et pertinente. Et en effet, c'est peut-être parce que notre idée de Dieu a été corrompue. D'ailleurs, dans l'histoire de la pensée islamique, tous les savants, à chaque fois qu'ils voulaient renouveler, redynamiser la civilisation islamique, ils écrivaient un bouquin sur le tawhid. Donc on va corriger l'idée de Dieu qui domine à ce moment-là, et à chaque époque on va rajouter ou modifier ou corrompre cette idée-là. Donc c'est en corrigeant l'idée qu'on se fait de Dieu qu'on va pouvoir améliorer ce moment historique, cette société, corriger les injustices qui ont cours à ce moment-là. Et c'est un peu la position de Ben Abi ici, c'est que l'homme musulman a perdu la bonne idée de Dieu, a cru que Dieu c'est son copain, son petit copain, que lui était son chouchou, et en tant que chouchou, homme élu, peuple élu, eh bien, puisque je suis dans le vrai et que j'ai été choisi par Dieu, que je suis dans la bonne religion, je suis tombé dans la soupe depuis la naissance, eh bien, tout ce que je peux faire ne peut qu'être bien. Tout ce que je peux faire ne peut être que sur la bonne voie. Finalement, j'ai plus grand chose à prouver, à faire, puisque j'ai simplement choisi l'islam comme religion, et du coup, tout ce que je fais est naturellement bien, vrai, juste. Voilà, et donc il n'y a plus d'histoire. C'est la fin de l'histoire. Cette façon de voir Dieu est maladive. C'est précisément ce qu'il critique et ce qu'il analyse et catégorise sous la forme de l'homme post-almohadien. C'est cet homme qui est sorti de l'histoire. Il n'a plus d'histoire à écrire, à fabriquer, puisqu'il a été élu par un Dieu qui est arbitraire. Il est arbitraire parce qu'il choisit des peuples dont il fait ses élus et dont il dispense du devoir de moralité certains, alors que d'autres, il exige qu'ils fassent leurs preuves. Finalement, on a une idée de Dieu vachement chaotique et contradictoire. Il est arbitraire. Donc c'est pas le même sens de la vie pour tout le monde. C'est pas la même exigence attendue pour tout le monde. Et c'est ça que Ben Abi corrige, notamment avec son livre Vocation du musulman, où il réintroduit cette vision du monde, cette vision islamique du monde. Dans un autre texte, je crois que c'est le problème des idées dans le monde musulman, il a un chapitre où il compare, le titre du chapitre c'est les deux réponses au vide cosmique, dit plus simplement, comment deux personnes appartenant à la civilisation occidentale moderne d'un côté, à la civilisation islamique de l'autre, comment deux personnes remplissent leur temps, occupent leur espace. Et là, il va prendre Robinson Crusoe d'un côté, sur une île déserte, tout seul, comment il va remplir son temps et occuper son espace sur cette île déserte. Et Hayy ibn Yaqdan, qui lui aussi se retrouve tout seul dans une montagne, il n'y a pas d'autres humains avec lui, à quoi il va occuper ses journées et ses nuits, et comment il va occuper son espace. En posant la question, il dit, la manière dont une personne occupe son temps et son espace nous dit tout de l'idée de Dieu qu'elle a en tête, et du type de civilisation. C'est un prototype de la civilisation à travers cette personne-là. Selon la civilisation à laquelle tu appartiens, tu n'as pas la même idée de Dieu, et donc tu n'as pas la même façon d'occuper le temps et l'espace qui t'est donné. Et en effet, Robinson Crusoe, on le voit, à quoi il occupe son temps et son espace. Eh bien, en plus, il a un journal de bord, il note ce qu'il fait toute la journée, donc c'est la société rationnelle chronométrée avec l'invention du train, la révolution industrielle qui était là. Il va calculer la part de temps qu'il passe à faire telle et telle chose. Il dessine un enclos pour se barricader du monde extérieur. Il se fabrique une table. Il passe une journée ou plus à fabriquer une table, et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans la société industrielle moderne matérialiste en miniature.
Hay ibn Yarden, pourtant il est dans la même galère, il faut bien qu'il mange, il faut bien qu'il fasse un truc. Eh bien, quand même, il passe une bonne partie de son temps à des questionnements existentiels. Il ne fait pas que boire et manger. Il ne fait pas qu'assurer sa sécurité contre les animaux qui pourraient le tuer. Il est pris par des questionnements existentiels, déclenchés par le fait qu'il a vu une bête, je sais plus laquelle, un prédateur manger une gazelle, je crois, et à partir de ce fait anecdotique, tous les questionnements existentiels l'ont submergé, et il s'est dit, mais au fait, c'est quoi le sens de ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Etc., etc. Et de ce questionnement-là, il reconstitue l'idée de Dieu, d'un créateur, de sens de la vie, du rôle que l'être humain a sur Terre, et ainsi de suite. Donc on a deux situations matérielles identiques et deux voies complètement différentes qui dépendent à l'origine de l'idée de Dieu. Maintenant, j'ai pris cette lecture thématique sur l'islam et le savoir en considérant l'ensemble des textes de Benabi. Il y a un point sur lequel j'ai pas assez insisté, qui est le concept de colonisabilité. L'idée, elle est simple, au fond, c'est que, alors je vais pas refaire la chanson habituelle qui est si on a été colonisé, c'est parce qu'on est colonisable. L'idée, elle est simple, c'est que c'est vrai que si tu te fais taper, c'est que t'es tapable, si on peut inventer le mot. C'est que ouais, en français, on dirait plus joliment, t'as tendu le bâton pour te faire battre. C'est vrai qu'on peut pas se faire passer en permanence, systématiquement, pour la victime quand on est trop gentil, pas assez prudent, pas assez, pas assez prudent, on se protège pas, etc. Si on tend le bâton systématiquement et la joue aussi systématiquement, c'est normal que ça donne envie de mettre des claques. Voilà. Et quand j'ai parlé de la maladie de l'intelligence qui était l'intellectomanie, ça fait partie de la colonisabilité, c'est-à-dire que le problème, c'est pas simplement une civilisation qui a le leadership aujourd'hui, qui mondialise et impose ses modèles, ses institutions, ses connaissances, avec ses biais, avec ses limites, avec ses travers. Le problème ne vient pas que de ce leadership-là, il vient aussi des autres partenaires civilisationnels qui n'ont pas joué leur rôle de recevoir le bien et le vrai qui nous est proposé, être critique vis-à-vis de ce qui est pas vrai, de ce qui est pas bien, et du fait que c'est imposé. Il faut aussi être critique par rapport à cette forme d'imposition ou de domination. Et c'est aussi de notre faute si on propose pas mieux et si on ne fait pas l'effort de maîtriser la langue arabe pour replonger dans les textes, pour s'approprier le patrimoine intellectuel qui est le nôtre en fait, passé ou pas, je veux dire même le patrimoine intellectuel moderne, bah, pour le connaître, il faut qu'on lise Socrate. Socrate écrivait peut-être en grec, Hippocrate, et ainsi de suite. Il y a plein d'auteurs qui, pour être connus, bah, ça nécessite de passer par telle et telle langue. Eh bien, si on veut pouvoir utiliser des connaissances qui nous expliquent comment faire marcher l'islam dans la réalité, comment traduire l'idée de l'islam dans et la sagesse révélée dans l'éducation, l'architecture, l'administration publique, etc., etc., eh bien, il faut passer par la langue arabe, il faut passer par les textes de la civilisation islamique, et ensuite les ramener et les remettre sur la table de la science moderne pour voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en garder, ce qu'on doit critiquer, et comment est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui. Eh bien, tout ce travail-là, c'est nous qui ne le faisons pas. C'est notre responsabilité à nous, musulmans, et à ce titre, on ne peut pas reprocher encore, ou en tout cas, on peut reprocher encore, mais pas totalement, l'Occident de commettre toutes les erreurs et d'avoir toutes les insuffisances. Aujourd'hui, par exemple, l'école privée musulmane, collège, lycée, primaire, collège, lycée musulman en France. On n'a pas développé encore de conviction scientifique sur
Au fait, c'est quoi la bonne méthode pour enseigner la langue arabe, pour former un jeune qui finit au lycée parfaitement bilingue français-arabe, voire anglais, trilingue? On n'a pas développé de conviction scientifique. C'est-à-dire, à partir d'une étude méthodique, vraiment scientifique, comparant les différentes méthodes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, les bonnes pratiques, les limites et trucs. Et voilà la préconisation désormais. On devrait tester telle hypothèse. C'est peut-être pas parfait, mais c'est une piste à explorer qu'on confirmera ou améliorera par la suite. On n'a pas produit ce travail. Qui nous empêche de le faire? Personne. Est-ce qu'il suffit de maîtriser la langue arabe? Non, parce que les arabophones ne l'ont pas fait. Il y a plein de sujets comme ça, de défis très concrets, qui restent parfaitement orphelins, parce qu'on ne s'est pas senti responsable, parce qu'on est dans l'attente qu'un imam ou qu'un mahdi les assume. Pourtant, on sait bien que les imams, ils sont un peu ligotés aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas de continuer à les attendre. Voilà. Et ben ça, c'est une maladie qui est interne. Ça, c'est ça la colonisabilité. C'est cette tendance systématique à se déresponsabiliser, même quand on a une marge de manœuvre, même quand on peut. C'est, pour le dire dans mes mots à moi, faire le débile mental, même quand en fait, on a la capacité à penser, à résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Tous les discours ne se valent pas. On peut parler tous de colonisabilité, on peut citer Ben Abi à ce sujet, mais tous ceux qui vont le citer et l'expliquer ne vont pas forcément dans la même direction. Je m'explique. Aujourd'hui, on a tendance à citer l'idée de colonisabilité pour renvoyer les musulmans vers une introspection qui n'est pas orientée, qui n'est pas méthodique, qui n'est même pas vraiment pratiquée. C'est une forme de culpabilisation. C'est toi le coupable. Et du coup, comme c'est toi le coupable, t'es coupable d'être pauvre, t'es coupable d'habiter en banlieue, t'es coupable de pas être intégré, t'es coupable. Si on a une mauvaise image de toi, c'est sûrement qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc t'es coupable de donner une mauvaise image de toi. Et si c'est pas toi individuellement, bah c'est ton voisin, c'est ton frère. Et donc vous êtes coupable, que tu sois coupable individuellement ou collectivement, enfin que ce soit toi ou ton frère, vous êtes coupable collectivement. Donc le concept de colonisabilité, il est un petit peu utilisé pour nier qu'il y a aussi un colon, qu'il y a aussi une domination, qu'il y a aussi eh bien un travail à faire pour comprendre ce qui se passe, comment on est influencé, comment on doit se libérer de formes d'influence ou d'emprisonnement mentaux, politiques, économiques qui nous sont imposés depuis l'extérieur. Donc il y a bien un travail vers l'intérieur à faire, de libération, de déconstruction, de critique plutôt, d'amélioration, de responsabilisation, mais la responsabilité, elle est aussi à avoir vis-à-vis de l'extérieur. La responsabilité vis-à-vis de l'extérieur, c'est toujours d'être ouvert vis-à-vis de l'extérieur, donc aussi critique, donc aussi créatif vis-à-vis de ce qui nous vient de l'extérieur. Alors, pour finir peut-être, pourquoi est-ce qu'il faut lire et relire et relire Ben Abi aujourd'hui et demain et après-demain et après-après-demain? Pourquoi c'est important d'interagir, de fréquenter, de dialoguer avec ces textes? On pourrait dire, c'est un autre contexte, la vie elle a changé, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée, etc. Tout est obsolète. Non. Dans la vie, il y a des fondamentaux, il y a des choses qui sont vraies, au-delà de pas mal de choses qui peuvent changer. La crise de l'esprit musulman, elle est encore là. Elle n'a pas beaucoup bougé. D'ailleurs, parmi les signes de cette crise, il y a ce côté que j'appelle, que lui-même observe, c'est ce côté ou ce sentiment d'être orphelin de l'histoire. Moi, je vois les étudiants musulmans aujourd'hui dans des grandes écoles qui sont super contents, voire fiers d'être dans une grande école et qui ont le sentiment d'inédit. Avant moi, personne n'a eu ce diplôme, personne n'a étudié ce texte, personne n'a été aussi loin, n'a gravi ces hauteurs-là. Il faut rappeler quand même que Ben Nabi et beaucoup d'autres avant lui ou autour de lui et après lui étaient dans les grandes écoles à Paris. Donc c'est pas des clochards qui sont venus sans papier demander la CAF, etc., etc.
Donc, à nos amis étudiants musulmans qui sont dans des grandes écoles et qui ont le sentiment d'inédit, Ben Nabi, c'est dans les années 1920-23, si j'ai bonne mémoire. Il était déjà à Paris, quartier latin, et il ne faisait que ça. Donc il n'y avait pas de tablette, smartphone, match de foot mondial et tout ça. Et il était concentré peut-être 15 heures de travail par jour sur les sujets qu'il estimait être graves du moment, qui sont la crise de la civilisation islamique, de l'esprit musulman et des défis qu'on doit relever ensemble. Donc il reste largement exemplaire parce que c'est quand même quelqu'un qui était pauvre économiquement, en difficulté, qui s'est retrouvé tout seul, quartier latin, Paris, ben, au lieu d'aller à Barbès, traficoter, ou d'aller avec des blondes, danser, swinguer, etc., etc., et ben il a fait le choix moral de se donner pour sortir de la crise de l'esprit musulman. Et ça, eh bien, il faut que les étudiants musulmans aient le courage de faire ce choix fondamental dans leur vie. Est-ce que tu continues de courir après tout et n'importe quoi, à faire de l'islam et puis des discours comme celui-ci, des conférences qu'on multiplie, un outil de distinction sociale ou de divertissement? Ou alors est-ce que tu fais le choix fondamental dans ta vie de te dire « Je m'engage devant Dieu à essayer de contribuer à la sortie de crise qui est la nôtre, essayer de contribuer à rendre le monde qui est le nôtre meilleur, essayer de contribuer à rendre les relations entre l'islam et les musulmans et la France et puis globalement le monde occidental meilleures, ou est-ce que je fais ma petite vie, je cherche à me marier d'abord, à avoir ma maison d'abord, à faire carrière d'abord, à déménager d'abord, à avoir encore un meilleur salaire d'abord, jusqu'à ce que je tombe malade, jusqu'à ce que je divorce et que je me remarie d'abord, que je règle d'abord mes problèmes personnels en allant voir d'abord mon psy, et puis on arrive à 90 ans où je dois encore d'abord finir d'apprendre la langue arabe que je ne maîtrise pas. Est-ce que c'est ça la vie qu'on veut mener, ou est-ce que je m'engage devant Dieu à faire ce choix fondamental de faire ce que je peux, et ce que je peux, je le fais. Alors en quoi Ben Nabi est un intellectuel super important pour nous, exemplaire, voire un modèle? Alors certains pourraient dire non, Ben Nabi c'est pas un intellectuel, c'est pas même un historien, c'est pas un philosophe, c'est juste un essayiste. C'est quelque chose que j'ai entendu, qu'on peut entendre. Un essayiste, c'est, vous savez, les intellos, ils ont des insultes, ils s'insultent entre eux en mettant des gants. Donc quand on dit de quelqu'un c'est juste un essayiste, c'est une façon de l'insulter dans la hiérarchie des statuts intellectuels et sociaux. L'essayiste, c'est le McDo du travail intellectuel. Donc, est-ce qu'on a affaire à un essayiste, c'est-à-dire est-ce que c'est le gérant du McDo du travail intellectuel, ou est-ce que il a produit une œuvre qui mérite encore d'être découverte, lue, projetée de siècle en siècle? C'est une vraie question. Alors, peut-être qu'un intellectuel, il peut pas plaire à tout le monde, c'est-à-dire que moi, il y a plein d'intellectuels, d'ailleurs que j'ai pu lire, que j'ai oublié complètement. Ça ne veut pas dire que c'est pas des intellectuels. Il n'y a pas eu la rencontre entre moi, mes folies, mes besoins, mes obsessions, mes difficultés, mes questionnements, et ses mots, son langage, ses exemples, son domaine ou son époque. J'ai pas réussi à créer le contact. Et donc, c'est pas choquant on lise Ben Nabi sans rien trouver de particulièrement intéressant, mais on pourrait faire ça de quasiment tous les livres. On pourrait même, dans une certaine mesure, passer par le Coran sans rien trouver d'intéressant. Et donc, pour ce qui est du Coran, qui est une révélation, si on trouve rien d'intéressant, il faudrait s'inquiéter et réviser sa copie. Pour ce qui est d'un être humain, on pourrait juger légitime. On n'est pas tous obligés de passer par les mêmes références intellectuelles. D'ailleurs, c'est bien de sortir des mêmes références intellectuelles pour changer de regard sur le monde. Et parfois, en restant sur la même référence, on peut aussi changer de regard. C'est ce que j'ai essayé de faire en regardant Ben Nabi non pas sous l'angle de la civilisation, mais sous l'angle de l'épistémologie.
Donc ça m'a permis de rafraîchir un petit peu ma propre connaissance de Ben Nabi. Donc en quoi c'est un intellectuel qui a quelque chose à nous apprendre encore à nous aujourd'hui, et notamment nous, les étudiants, les chercheurs, les professeurs musulmans. Eh bien, premièrement, Ben Nabi, c'est pas juste un cerveau qui s'est appliqué sur des sujets. C'est un homme qui avait l'amour de Dieu, et donc l'amour du bien. Et donc, quand il fait un travail intellectuel, c'est au service de Dieu, c'est-à-dire au service du bien. Et ce bien-là, c'est pas un bien nationaliste, c'est pas le bien des Algériens. Et c'est pas seulement le bien des musulmans. Dans son livre L'afro-asiatisme, il développe l'idée que les musulmans doivent développer des relations avec leurs voisins, de Tanger à Jakarta. Et pas simplement être dans le duel et la dépendance vis-à-vis d'un seul interlocuteur qui est l'Occident. Donc, développer des relations d'amitié, de coopération, d'entraide, etc., dans tous les domaines, de Tanger à Jakarta. C'était sa métaphore. Mais quand il a dit ça, il n'a pas dit qu'il fallait créer un bloc contre l'Occident. Il a dit, on va rendre service à l'Occident. Là où l'Occident est en train, moderne, est en train de perdre son âme, et quand une puissance commet un génocide et une colonisation comme elle l'a commis, elle ne fait pas que tuer l'autre. Elle est en train de se dégrader elle-même. Elle est en train de tuer le bien qui est en elle-même. Et donc Ben Nabi disait, développer cet axe Tanger-Jakarta de coopération culturelle, scientifique, technique, politique, etc., etc., permet aussi de renvoyer en miroir à l'Occident qui a d'autres façons de faire, qui a peut-être que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut s'imaginer, qu'il y a d'autres façons de faire de l'agriculture, de l'écologie. Il a abordé un sujet d'ordre écologique fondamental. Il disait on a beaucoup de zones désertiques en Algérie, mais c'est pas un problème algérien. On ne doit pas le traiter sous le prisme nationaliste. C'est un problème régional. Et donc c'est super intéressant de voir que il n'est pas conditionné par des catégories d'État-nation pour traiter de problèmes pratiques. Ici, c'est une crise climatique, la désertification de l'Algérie, crise climatique, crise écologique. Il a bien vu que ces grands défis-là nécessitaient une vision à la hauteur de ces défis, et ça ne peut qu'être une vision issue d'une révélation, parce que là, on prend de la hauteur. Si on est dans une vision nationaliste, à un moment donné, on va faire n'importe quoi, parce que le problème, il n'est pas national, il n'est pas nationaliste. La vie se moque des frontières nationalistes. La réalité se moque des frontières nationalistes, et quand on cherche des solutions sérieuses, eh bien, on peut pas dépolluer un pays en s'arrêtant à sa frontière, parce que la pollution, elle traverse la frontière. Elle est dans les airs, elle est dans les eaux, etc. Donc, il était super pertinent. Donc, c'est pas simplement un bon musulman sincère qui a fait le hajj, qui faisait la prière, et qui a mis son cerveau au service d'une multinationale ou de l'administration, ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu servir l'administration dans une mairie, dans un hôpital, ou je ne sais quoi. Il l'a pas fait parce qu'en fait, le plus grand service qu'il a pu rendre, non seulement à l'Algérie, non seulement aux musulmans, mais aussi à cette entreprise coloniale, c'est de dire stop. Arrêtez vos crimes, arrêtez vos injustices. On peut pas défendre des valeurs et puis se comporter de cette manière-là, non pas se comporter de façon accidentelle, mais de façon aussi massive et systématique qu'on le fait dans une entreprise coloniale. Donc il ramène l'homme occidental à ses valeurs, à ses propres valeurs. Vous nous parlez de charité chrétienne. Appliquez la charité chrétienne. Ce que vous faites là, ça ne ressemble pas à de la charité chrétienne. Donc revenez à vos valeurs. Ben Nabi, exactement comme Hannah Arendt qui a analysé la banalité du mal à travers la figure du conducteur de train, qui avait le sentiment de bien faire, alors qu'il contribuait à emmener des juifs notamment vers les camps de la mort. Et ce qu'il a fait, ce conducteur de train, c'est simplement mettre sa raison
au service d'un poste, d'un job, et au service de la loi. Donc il n'a pas fait de mal a priori. C'est là où Hannah Arendt analyse que si on fait que son job et que respecter la loi, eh bien on peut devenir un parfait criminel, un parfait nazi, en l'occurrence, mais de façon beaucoup plus banale et générale, on peut devenir un parfait criminel, tout comme on l'est globalement tous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on contribue à la crise écologique, on contribue aux relations internationales, on est en train de coloniser les uns et les autres, mais c'est nous aussi en Occident qui en profitons, y compris nous musulmans, avec nos ordinateurs, avec nos tablettes, avec nos conforts, eh bien on profite de ce système international injuste. Eh bien il faut arriver à... c'est là où Ben Nabi il est intéressant parce que il s'est pas contenté de mettre son cerveau au service d'un poste, au service de la loi du moment, qui était une loi injuste, une loi coloniale. Eh bien il a osé exercer son jugement moral avec courage, là où nous, étudiants, chercheurs, professeurs, et au-delà du champ universitaire, les professionnels, on a trop tendance, nous les musulmans, mais au-delà, on a trop tendance à arrêter d'utiliser son cerveau en dehors de son domaine de spécialité professionnelle. Je suis médecin, je fais mon truc. Je suis consultant, je fais mon truc. Je suis commercial, je fais mon truc. Je suis prof, je fais mon truc. Et les problèmes communs, c'est un peu comme dans un immeuble. Il y a les parties communes et puis il y a mon appart. Donc je m'occupe de mon appart. Je refais la peinture, je refais la cuisine, etc. Mais les parties communes, si on s'en occupe pas, les parties communes, c'est en dehors de mon poste de prof, de conférencier, de médecin, d'imam, truc, etc. Qui s'occupe des parties communes? Qui s'occupe des parties communes en France? Qui s'occupe des défis communs que nous avons, nous, entre musulmans, et que nous avons, nous, entre musulmans, et les autres? Personne, parce que c'est pas dans notre fiche de poste. Eh bien, la grande leçon qu'il peut nous donner aujourd'hui Ben Nabi, c'est que l'être humain, et à plus forte raison, le musulman qui s'est engagé à vivre selon la voie de l'islam, ne peut pas, ne doit pas être conforme à sa fiche de poste, ne peut pas et ne doit pas être conforme à la loi quand elle est injuste. Parce que la loi est une construction humaine, et donc il faut veiller à ce que cette construction humaine soit au service de l'être humain, et non pas qu'elle détruise ou qu'elle domine ou qu'elle maltraite une partie de l'humanité.